virologie. Donc, l'OMS a lancé plusieurs alertes depuis l'année 2000, donc des arboviroses chef de file, mais il y avait des épidémies de grippe porcine en 2009, en 2012 le MERS, le corona, le MERS corona, l'Ebola aussi, et puis pour arriver bien sûr à la pandémie Covid-19. C'est pas fini. Actuellement, par exemple, le CDC européen donc, rapporte des cas de West Nile en ce moment dans plusieurs pays d'Europe. Donc, c'est à la proximité. Aussi des cas de Kimi-Congo, comme ça a été dit tout à l'heure, en Europe. Cas de rougeole aussi. On a vécu l'épidémie même au Maroc. Donc, c'était difficile à gérer. Et même actuellement, des cas déclarés d'Ebola ou RDC. Donc aussi la dengue, regardez un petit peu la répartition. Nos joueurs en ce moment au Chili, donc avec les spectateurs, j'espère qu'ils rentreront indemnes. Et puis il y a le chikungunya aussi. Vous voyez un petit peu la répartition dans des régions avec qui on a des échanges énormes. Donc tout ça pour vous parler un petit peu des facteurs d'émergence et de réémergence, comme vous savez, de ces maladies infectieuses. Donc plusieurs facteurs d'émergence. Donc je dirais le contact, les changements climatiques, tout ce qui est les catastrophes naturelles. Et là, j'ai un petit exemple, si vous voulez, du retentissement des changements climatiques sur l'apparition de certaines infections, certaines maladies infectieuses. Donc, vous voyez déjà les inondations ou une sécheresse, ça peut provoquer l'émergence ou la réémergence de plusieurs maladies infectieuses. Donc, qu'en est-il pour le Maroc? Est-ce que notre pays est à risque de voir sévir de ces maladies tropicales? Donc, malheureusement, oui, puisque c'est un contexte particulier qui réunit plusieurs facteurs. Donc, il y a l'accroissement régulier des voyages, donc ça a repris depuis la baisse suite à la pandémie Covid. L'échange avec plusieurs pays, là, on a des touristes, des Marocains qui partent. J'ai donné l'exemple des footballeurs actuellement au Chili. Il y a d'autres, des Marocains, beaucoup de touristes qui partent en Asie, des militaires en Afrique. Donc tout ça, ça peut générer une émergence, une réémergence de certaines maladies. Aussi, l'organisation, comme ça a été dit, le contexte d'organisation de grands événements sportifs, donc un rassemblement de masse des spectateurs ou des participants qui viennent de différents pays du monde. Et aussi les changements climatiques. Donc on a vu ces dernières années ces vagues de chaleur, des fois des inondations au sud du Maroc et tout. Donc tous ces facteurs, donc, si vous voulez, anticipent ou c'est un signe d'une possibilité d'émergence ou de réémergence. Dans notre contexte, donc un patient suspect d'une infection tropicale, il peut se présenter à n'importe quel établissement de soins dans notre pays. Donc c'est pour ça, donc la prise en charge, il doit être une réponse rapide au regard des enjeux d'un côté individuel, mais aussi des enjeux collectifs en cas de risque d'épidémie. Aussi, il faut avoir une organisation régionale dans les différentes régions du Maroc, avec l'expertise et l'accès rapide et simplifié surtout au diagnostic microbiologique. Donc l'organisation, voilà. Donc il y a deux priorités que je juge d'importantes, priorités absolues des autorités de santé. C'est d'abord élaborer la liste des pathogènes dont le risque de réémergence est significatif. Déjà les réunions, des responsables de santé publique, et je salue le docteur Lioubi et son équipe pour tout ce qu'ils font pour la réussite ou la préparation à cette, disons,
surveillance. Et bien sûr, les personnels de santé doivent consulter, c'est le rôle de la veille épidémiologique, consulter les bulletins épidémiologiques d'une façon régulière. Et bien sûr, cette liste de pathogènes, une fois déterminée, il va évoluer, si vous voulez, selon la situation. Donc, on a vécu la pandémie du SARS-CoV-2, donc à chaque fois, il y avait des évolutions des situations. Bien sûr, il faut une intervention des capacités d'analyse afin d'étudier les sources de complémentarité. Là aussi, c'est vrai que le réseau de laboratoires aussi, j'applaudis, si vous voulez, l'effort réalisé par le ministère de Santé pour établir un réseau laboratoire. Malheureusement, actuellement au Maroc, on souffre beaucoup. Mais il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de travail acharné pour avoir à ce réseau de laboratoires efficace. Et voir un petit peu entre ces laboratoires une possibilité de complémentarité. Cette complémentarité, il s'impose. Donc le risque épidémique, à mon avis, au Maroc, il doit être anticipé. Il ne faut pas attendre qu'une épidémie se déclare pour réagir. Donc on doit se préparer auparavant. Donc l'organisation de la réponse des laboratoires de microbiologie doit permettre de couvrir un double enjeu. Il doit couvrir des examens de routine qui correspondent à un diagnostic d'un patient seul, mais aussi une capacité d'anticipation en cas de déclaration d'une épidémie. Et bien sûr, ces modalités de fonction de laboratoire, ils changent et évoluent selon la situation, l'évolution de la situation. Donc, comme vous savez, donc, le diagnostic au laboratoire, diagnostic microbiologique, donc il y a le volet, si vous voulez, diagnostic direct et bien sûr, qui détermine le micro-organisme, qui recherche, qui identifie le micro-organisme ou l'un de ses constituants, mais aussi il peut détecter, si vous voulez, la cicatrice, si vous voulez, ou l'anticorps, si vous voulez, induit par ce micro-organisme. Donc l'intervention, à mon sens, l'intervention stratégique d'un laboratoire de microbiologie, elle englobe 3 thèmes centraux. Donc déjà, assurer un bon fonctionnement et une capacité d'intervention, un rôle important dans la surveillance, comme on a vu tout à l'heure, et aussi un volet de recherche, je vais en parler. Donc, concernant le fonctionnement et capacité d'intervention, donc déjà en commençant par la capacité de prélever. Vous savez, pour un germe, un pathogène classe 3 ou classe 4, donc la phase prélèvement pose problème. Donc, si vous voulez, le laboratoire ou le système de santé, il doit être préparé, adapté, si vous voulez, cette étape de prélèvement, transport d'échantillons et la suite. Aussi, il y a des considérations de biosécurité, c'est important. On a vu durant la pandémie Covid que ce n'est pas évident de gérer ce côté de biosécurité, bon, la sûreté aussi. Bien sûr, en respectant, ce fonctionnement doit être réalisé en respectant les exigences législatives et réglementaires. Actuellement, en biologie, il y a beaucoup de voies pour généraliser un petit peu tout ce qui est accréditation, tout ce qui est certification. Et les tests du laboratoire, on doit anticiper la mise en place des tests. Ça, c'est un point très important. Par exemple, nous, là où je travaille, Centre Virologie Maladies Infectieuses, il y a, si vous voulez, il y a un stock de réactifs dits stratégiques. Donc là, on peut ne pas recevoir aucun échantillon, aucune demande toute l'année, mais elle est là si jamais on en aura besoin. Et aussi les protocoles de triage pour hiérarchiser les tests, c'est très important. En biologie, on essaie un petit peu d'organiser ça parce que, par exemple, une PCR multiplex, on ne devrait pas la lancer pour tous les patients. Donc là, avec toute l'équipe et tout, essaye d'avoir une hiérarchisation de ce test. Ce fonctionnement du laboratoire, bien sûr, le point essentiel, c'est le test. En fin de compte, quel est le test diagnostique idéal? Si vous voulez, je parle un petit peu des performances. Donc ce test, il doit être rapide et le temps de manipulation doit être minimal.
bien sûr, un résultat rapide et il permet un ajustement plus précoce de la situation. Et là, vous pouvez constater si le test, les résultats de test tardent, eh ben, les conséquences, c'est l'hospitalisation inutile, mauvaise orientation. Et là, je vois professeur Nibi, toujours, c'est le quotidien. Ben, le test, c'est combien de temps, c'est combien de minutes. C'est important des fois. Un patient suspect d'une infection un petit peu grave, eh ben, la rapidité des résultats sont primordiaux. Deuxième apport, si vous voulez, ou caractéristique de ce test idéal, il doit être facile à mettre en œuvre. Donc, niveau d'automatisation, là, durant la pandémie Covid, donc on a vu un petit peu l'intérêt de l'automatisation. Donc, on recevait jusqu'à 3000, 4000 prélèvements par jour. Donc là, lancer une PCR semi-manuelle, ce n'était pas évident. Donc, il fallait chercher un niveau d'automatisation pour être à jour. Le test, il doit être flexible. J'irai directement au dernier point, c'est le coût fixe par résultat indépendamment. Nous, en biologie, au laboratoire, on a ce problème. Des fois, un test qu'on doit lancer, qu'on ne peut pas lancer unitaire, c'est-à-dire c'est une plaque, par exemple, de PCR, c'est plusieurs tests de gâchis. Le séquençage aussi, par exemple, on a une puce pour 32 échantillons. Donc, imaginez, si on a un échantillon urgent, eh ben, c'est le gaspille, si vous voulez. Donc, le test doit être sécurisé, bien sûr, pour réduire au minimum les contaminations interéchantillons. Il doit être précis. Et là, je parle sensibilité, spécificité, c'est primordial pour un test. Et aussi robuste, bien sûr, contenant des contrôles qualité. Et là, pour cette précision, cette robustesse du test, donc là aussi, c'est le volet qualité. Donc actuellement, on voit de plus en plus au Maroc, alhamdoulilah, les laboratoires qui abordent l'approche qualité avec début d'accréditation ou de certification. Et aussi, le test, il doit être cohérent de point de vue médico-économique. Là aussi, lorsqu'on demande les prévisions annuelles, voilà, donc toute une discussion à chaque fois, chaque année, même chaque période, on a des discussions un peu. Alors, qu'en est-il pour le volet organisationnel d'un laboratoire? Donc, à mon sens, et je pense en attendant ce réseau qui sera établi définitivement et officiellement, je pense qu'il y aurait 3 niveaux, si vous voulez, de diagnostic, ou 3 types de laboratoires, si vous voulez. Donc, je commencerai par un laboratoire national de référence. Donc, il comprend, bien sûr, on va l'Institut Pasteur, l'Institut national d'hygiène et les laboratoires des CHU. Donc, ces laboratoires, ils ont une expertise spécialisée. Ils diagnostiquent des premiers cas en cas d'épidémie. Bien sûr, c'est eux qui seront les premiers. Aussi, les validations des techniques qui seront utilisées par les autres laboratoires. On va voir le 2e niveau et le 3e niveau et avoir une coordination de la réponse au niveau national. Aussi, ce laboratoire, il est bien équipé. Donc, c'est le top, si vous voulez, en termes de froid, biosécurité, personnel qualifié aussi, possédant bien sûr des outils diagnostiques de pointe. Voilà le temps qui est. Alors, donc bien sûr, je ne vais pas tarder, tout ce qui est biosécurité, tout ce qui est bien sûr, on est censé à manipuler des pathogènes classe 3 et classe 4. Ces laboratoires doivent disposer dernières technologies. Je passe rapidement, même on est actuellement à une technologie, nanotechnologie, par exemple la PCR digitale, donc qui permet un petit peu de caractériser des échantillons biologiques sous forme liquide. Donc, on a l'acquisition de ces automates dernièrement dans notre laboratoire. Aussi, les techniques, les outils de séquençage avec toutes les générations, même actuellement, on a tendance à une démocratisation du séquençage haut débit. On a vu l'achat de plusieurs systèmes. J'espère que ça va être rentabilisé. L'essentiel, que ce n'est pas ça qui manque dans notre pays. Eh bien, ces outils de séquençage, ils permettent bien sûr de caractériser ces micro-organismes d'une façon
dans l'approche ciblée, si on connaît la cible, par exemple là, une épidémie de dengue, donc on recherche la dengue, mais aussi dans une approche non ciblée, on ne connaît pas de quoi il s'agit. Actuellement, il y a l'épidémie ou l'agent X en Afrique, donc on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc là aussi, le séquençage il peut être utile. Deuxième niveau de laboratoire sont les laboratoires régionaux, d'hôpitaux régionaux. Donc c'est la région et j'ai ajouté les laboratoires mobiles parce que durant cette phase pandémique, donc le Maroc, alhamdoulilah, il avait des équipes, des laboratoires mobiles sur le terrain. Donc ces laboratoires, donc ils ont des systèmes PCR intégrés. Donc là, ce mot intégré, c'est une PCR, je passe directement, je pense, voilà. Donc là, par exemple, l'exemple, le GenExpert, par exemple, les PCR multiplex, donc ce sont des outils qui ne demandent pas une grande expertise. Donc même le personnel, s'il n'est pas très entraîné, donc ils peuvent être très utiles. Bien sûr, ces PCR rapides, si on peut le dire, donc ils ont si vous voulez, un avantage, c'est-à-dire sont bénéfiques pour le patient, bien sûr, pour faciliter l'accès, réduire les besoins, les visites multiples. Donc là, on fait le diagnostic, la prise en charge est démarrée immédiatement. Pour l'établissement, bien sûr, réduire les perdus de vue, c'est important. Faire un test, attendre 15 jours, c'est pas... Voilà. Et bien sûr, ces tests sont utiles pour la santé publique aussi, pour faciliter le suivi des contacts, ainsi de suite. Donc, laboratoires régionaux, il y a de nombreuses questions, bien sûr, l'indication de ces PCR rapides, donc qu'on peut faire, et on a toujours une discussion à propos de ces PCR multiplex et GenExpert, qu'on les faire, les indications, juste on essaye toujours d'avoir un algorithme qui régit tout ça. Un petit mot sur l'impact clinico-économique. En fin de compte, ces fois, ces PCR rapide, donc on dit que c'est cher, mais en réalité, plusieurs études, donc tout compte fait, en fin de compte, on économise. Ils sont plus économiques que les techniques conventionnelles. Qu'on croit, c'est pas facile, c'est pas cher, mais le coût de l'hospitalisation et tout, donc ça élève un petit peu la facture. Un petit mot sur le diagnostic sérologique, donc aussi, laboratoire régional, il doit avoir un outil de sérologie avec un panel élargi. Et là, on avait des problèmes. Vous savez, les gros automates de sérologie n'assurent pas toutes les sérologies. Heureusement qu'il y a certains, par exemple, là, on a un petit automate qui élargit un petit peu le panel, notamment des sérologies, des arboviroses et autres sérologies. Le troisième niveau, c'est le laboratoire d'hôpitaux provinciaux qui utilisent des outils ultra rapides. Et là, c'est les tests antigéniques. Et j'ajouterai aussi les PCR isothermes. Donc, ils ne sont pas chers et ça permet un petit peu de faire le diagnostic sur le terrain. Le laboratoire aussi a un rôle dans la surveillance, ça a été dit, mais juste je résumerai ça dans la veille, son intervention dans la veille microbiologique. Donc il détecte, identifie rapidement, il suit, il oriente les politiques de santé publique. Je pense que c'est important. Donc ce réseau de laboratoires, il doit être établi le plus tôt possible. Donc cette surveillance, je ne vais pas parler de la surveillance sans parler de l'approche One Health. Vous savez, il faut prendre en considération l'humain, l'animal et l'environnement. C'est obligatoire. La majorité de ces émergences, réémergences, c'est à partir des animaux. Donc cette approche One Health s'impose dans cette surveillance. Donc pourquoi pas, par exemple, prise en charge d'un échantillon selon sa nature. Donc on peut rechercher ces virus au niveau chez l'homme, chez l'animal, même chez les moustiques, bien sûr, les études, si vous voulez, pour être en détection précoce, si vous voulez, de ces infections, ça passe par ces voies.
Aussi au Maroc, bon, ça a été dit, le rôle de laboratoire dans la surveillance, donc surveillance épidémiologique, bien sûr caractériser les souches, les outils, j'ai cité quelques outils, donc le séquençage notamment, investigation des épidémies et contribution à la compréhension des épidémies, on a vécu ça, donc avec le consortium, avec le suivi des variants et tout, la phylogénie, donc ça apporte énormément de choses. Outils de surveillance, là, deux aspects. Je citerai la surveillance syndromique. Le ministère de Santé il fait beaucoup d'efforts dans ce sens, mais il y a la surveillance des eaux usées. Il peut apporter des fruits pour anticiper, si vous voulez, ces pandémies. Bien sûr, dernier volet de cette intervention de biologie, si vous voulez, c'est l'importance de la recherche. Donc la recherche aussi, il faut donner, si vous voulez, le maximum, identifier les acteurs. Oui, voilà, l'importance de la recherche. Bon, la recherche, c'est un besoin de soutenir la recherche. Et je passe.